alors, quand la science a-t-elle commencé et où? Alors on peut dire oui, elle a eu des commencements en Chine, elle a eu des commencements dans les Indes, elle a eu des commencements à Babylone, en Égypte. Mais dans ces pays-là et en ces temps-là, ce grand mouvement n'a pas complètement eu lieu. Or, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les pays où on parle grec, cet énorme mouvement a eu lieu. Et depuis que ce grand mouvement a commencé, nous nous référons à lui comme à notre source. C'est-à-dire, à certains égards, nous sommes encore des enfants grecs. Ce que les Grecs inventent d'abord, c'est ce qu'ils ont nommé la paideia. C'est-à-dire, au fond, ce que nous appellerions l'éducation des enfants. Qu'apprenait-on? On apprenait d'abord l'Odyssée d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les poèmes homériques. Et l'Odyssée est un voyage. On voyait partir Ulysse, le marin astucieux, dans toutes les terres et les mers inconnues. Et ce voyage, c'était la pédagogie. Lorsqu'Ulysse part en voyage, il part par les terres connues et les mers inconnues, et par conséquent, on cartographie le monde. Et le premier apprentissage de l'enfant grec, c'est le monde. La géographie. Par parenthèse, à mesure qu'on fait de la géographie, on fait aussi un peu d'histoire. Les peuples que l'on rencontre, les terres que l'on traverse, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on navigue, il faut tout de même se repérer, et non seulement on observe les côtes, mais on observe aussi le ciel. Immédiatement, on apprend des éléments d'astronomie. Mais pour naviguer, il faut savoir aussi barrer, amener les voiles, l'ensemble des actes que fait un marin sur un bateau. Mais de plus, comment construire le bateau? Mais de plus, comment se repérer avec la lumière? Et par conséquent, tous les arts, tous les métiers et toutes les sciences du temps sont enveloppés dans le récit de l'Odyssée. Et la paideia est à la fois savante, parce que beaucoup de choses scientifiques se trouvent dans ce texte, mais elle est aussi plaisante, parce que l'Odyssée est un texte merveilleux qu'on peut réciter parce qu'il y a des vers et chanter parce qu'il y a de la musique. La science grecque a connu des écoles. Dans toutes les villes du littoral de la Méditerranée, il a existé des écoles, non seulement au sens de la paideia pour les enfants, mais aussi des écoles au sens de campus ou de centres de recherche, ou même ce qu'on pourrait appeler des universités. Les plus grands noms, Hippocrate était à Kos, comme Platon était à Athènes, Archytas de Tarente, Platon d'Athènes, Hippocrate de Kos, Eudoxe de Cnide, Thalès de Milet. On donne leur nom et on donne aussi leur lieu d'origine. Tous ces savants ont une caractéristique tout à fait extraordinaire, c'est qu'ils ne restent pas à Milet, ils ne restent pas à Kos, ils ne restent pas à Athènes, ils voyagent. Par exemple, on connaît les voyages de Platon en Sicile, on connaît le voyage de Thalès en Égypte, on connaît le voyage d'Hippocrate à peu près partout et il revient à Kos. Et surtout, on connaît les voyages des sophistes, qui étaient des encyclopédistes, c'est-à-dire de très grands savants, et qui ont été payés pour enseigner et qui allaient vendant leurs services au plus offrant. Et par conséquent, le monde de la science grecque, qui est un monde d'invention permanente et d'un dynamisme tout à fait extraordinaire, est un monde où les savants voyagent. C'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les savants voyagent pour rencontrer ou échanger des informations. Et dès le 6e, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on voit les savants s'agiter sur tout le pourtour de la mer Méditerranée. L'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse et de Télémaque, son fils, son enfant, parti à la recherche de son père,
perdu sur les eaux bleues de la Méditerranée. Vous retrouverez les lieux d'errance d'Ulysse quand vous rencontrerez le savetier qui a cousu le sac des vents, disait Ératosthène. De même pour les sciences, pour le voyage dans les connaissances, elles sont contenues dans ce sac des vents. Partir à leur découverte, c'est chercher ce savetier, tirer le fil qui a cousu le sac, tout comme Pénélope, qui tirait les fils de sa tapisserie à la tombée du jour. Nul ne sait ce qu'elle tissait, quel tableau, quelle légende. La voici la légende, la voici l'Odyssée, le voici le long et périlleux voyage. Dans un endroit tout à fait petit, entre la côte turque et quelques îles de la Méditerranée, comme un coup de tonnerre, une invention a eu lieu voici déjà 2 millénaires. Et cette invention tient à un mot, un seul mot. Lorsque nous voulons parler de science aujourd'hui, nous disons par exemple biologie, ça veut dire bio, la science du vivant. On dit cosmologie, cosmos, c'est la science du monde. On dit topologie, topos, c'est la science des lieux. Mais dans tous les cas, on dit logie. Et logie, ça veut dire le discours rigoureux. Et cela se disait en grec logos. Nous ajoutons à tous les mots logie pour dire qu'il s'agit d'une science. Et ce logos, qui voulait dire la parole ou le discours dans la langue grecque ordinaire, voulait dire dans la science le rapport A sur B. Et encore mieux, le double rapport A sur B égale C sur D. Et ils appelaient cela l'analogie. Et ce logos, ou ce rapport, a été inventé exactement dans ce lieu. Voici comment. Vous prenez l'île de Samos, tout près du littoral turc. À Samos naît Pythagore. Et Pythagore invente l'arithmétique. Et dans l'arithmétique, il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale A sur B. Il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale 8 sur 16. Et il invente le rapport entre les nombres entiers et donc des nombres qui, un jour ou l'autre, s'appelleront fractionnaires et qui, un jour ou l'autre, s'appelleront rationnels. Et toute la théorie des nombres va découler de là. De l'autre côté de l'île, sur la côte turque, un autre homme, appelé Thalès, et qui naît à Milet, invente le fameux théorème de Thalès, c'est-à-dire les triangles semblables entre eux. Et encore, c'est le logos, puisque tel côté par rapport à tel côté est égal à tel côté par rapport à tel côté, c'est encore le même logos. Un peu à côté de Milet est une grande ville qui s'appelle Éphèse. À Éphèse naît Héraclite. Et Héraclite est un physicien. Et il est le premier très grand physicien de l'histoire. Et lui décrit les phénomènes du monde, l'évolution des choses, le passage du temps, les apparences. Et il cherche derrière les apparences la cause des choses. Et cette cause, il l'appelle le logos. Le logos arithmétique, le logos géométrique, le logos physique. Vous descendez encore la côte turque et vous arrivez dans un port aujourd'hui détruit qui s'appelle Cnide. Et là, Eudoxe de Cnide invente de nouveau un logos, et ce logos un peu plus compliqué donnera naissance à tout le discours algébrique moderne. C'est le logos de l'algèbre.
Eh bien, remontons maintenant la côte turque et allons de nouveau dans les îles. Et juste à côté de Samos, il y a une île appelée Patmos, où, bien après l'ère grecque, Saint Jean l'évangéliste a écrit cet extraordinaire début de son évangile, où de nouveau il dit « Au commencement était le Logos ». Et ce Logos, pour lui, c'est encore un rapport, exactement le même rapport que l'ère grecque avait inventé, puisqu'il dit « Dieu est à son Fils ce que son Fils est à l'homme même ». Donc il dit de nouveau le rapport et l'égalité de deux rapports. Et donc dans un petit mouchoir de poche, c'est-à-dire dans un espace extrêmement petit que vous pouvez visiter à la voile en 2 jours, entre le littoral de la Turquie actuelle et quelques îles disséminées le long de ce littoral, vous êtes dans le lieu où, voici 2 millénaires, naquit ce qui fit de nous des esprits rigoureux, c'est-à-dire le logos et le rapport de langue grecque.